Bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Contente de vous retrouver. Comment allez-vous le chat? Dans le talk, on se pose pendant 1 heure tous les soirs, du lundi au vendredi à 18 h. Et on s'arrête sur un sujet d'actualité, un sujet de société, un livre, une enquête. Et on essaye de décrypter et de comprendre ce qui se passe autour de nous. Comment allez-vous le chat en ce lundi? Est-ce que vous avez passé un bon petit week-end? Je vais vous montrer le planning de cette semaine. Aujourd'hui, donc, oui, petite nouveauté. Je fais ce petit visuel. Aujourd'hui, on va parler du mouvement MeToo qui, malheureusement, ne semble pas avoir atteint le monde de la recherche. On sera avec Adèle Combe, docteur en neurobiologie et autrice de l'enquête «Comment l'université broie les jeunes chercheurs» ici. Est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Et on sera avec notre collègue Stéphane Père, journaliste à France Info, qui a enquêté sur le sujet. Mardi, quel avenir pour la NUPES? La NUPES très divisée, alors qu'on pensait que les débats sur la réforme des retraites allaient souder cette coalition de gauche, mais non. Mercredi, on va parler de la crise qui s'abat sur les crèches. Manque de moyens, mais aussi maltraitance. La défenseure des droits, Claire Hédon, va publier un rapport demain. Donc on reviendra dessus tous ensemble, si ça vous va, mercredi. Jeudi, au programme, un petit peu d'international. Comment Poutine endoctrine les Russes? On va recevoir pour en parler Ksenia Bolchakova et Véronika Dorman, qui sont à l'origine d'un documentaire qui a été diffusé, si je ne dis pas de bêtises, hier ou ce soir sur France 5, j'ai un petit doute. Ce documentaire s'appelle « Russie, un peuple qui marche au pas ». Donc c'est une enquête qui explique en fait comment le Kremlin embrigade la société russe et empêche toute forme de dissidence, et encore plus en temps de guerre évidemment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la guerre en Ukraine et de la Russie, on a trouvé. Donc voilà. Vendredi, on se demandera d'où vient notre fascination pour l'Égypte à l'occasion de cette géante exposition qui se tient à Paris, Ramsès et l'or des pharaons. Est-ce que vous y êtes allés, les amis parisiens du Talk? Exposition où on peut d'ailleurs aller voir le sarcophage de Ramsès II. Voilà. Voilà pour le programme de la semaine. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous plaît que je vous présente le programme comme ça le lundi? Dites-moi. Si jamais ça vous intéresse pas, vous me dites et puis comme ça, j'arrêterai de le faire. Mais je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, vous venez un petit peu quand ça vous intéresse. Ce soir, donc, nous allons nous intéresser au milieu de la recherche. Il y a une dizaine de jours, des jeunes scientifiques ont co-signé une lettre pour dénoncer les scandales sexuels et le harcèlement qui touchent le milieu de la recherche. Cette tribune s'appelle « Des silences qui nous écœurent » et elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. On vous envoie un lien dans le chat si jamais vous voulez aller voir, lire cette tribune. Une femme scientifique sur 2 a été confrontée à une situation de harcèlement sexuel, d'après une étude de la Fondation L'Oréal qui a été publiée le mois dernier. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi le harcèlement moral, tout un tas de violences psychologiques, la question de la précarité des chercheurs et des chercheuses, les discriminations, un certain conservatisme et une culture du secret qui conduit souvent à l'impunité des auteurs de ces violences, et certains parlent même d'une forme de protectorat des profs. Alors que se passe-t-il dans le milieu de la recherche en France? Pourquoi toutes ces violences? Pourquoi ces abus de pouvoir? Et pourquoi la parole a tant de mal à se libérer dans ce milieu malgré le mouvement MeToo qu'on connaît et qui malheureusement touche à peu près tous les secteurs de la vie, de la société? Comment protéger les jeunes chercheurs et chercheuses? C'est aussi une question qu'on va se poser. Et on en parle avec nos invités. Donc Adèle Combe, bienvenue. Merci, bonjour. Bonsoir. Donc Adèle, tu es, pardon, je peux te tutoyer? Oui, pas de souci. Tu es docteur en neurobiologie et autrice donc de cette enquête, de ce livre que j'ai montré tout à l'heure, Comment l'université broie les jeunes chercheurs aux éditions Autrement. Et donc tu as enquêté sur les conditions de travail de ces jeunes chercheurs et chercheuses français et françaises. Stéphane Père, bonsoir. Salut, Ça va? ça va bien. Écoute, tu es toujours journaliste à France Info, tu étais déjà venu dans le Talk. Toi, tu as recueilli donc, le mois dernier toute une série de témoignages de chercheuses spécifiquement, qui racontent la difficulté de briser l'omerta. Et ça a donné lieu donc, à un long format qui a été diffusé à la radio et qu'on peut lire aussi
sur le site de franceinfo.fr. On vous envoie tout ça, le chat. Bienvenue à vous deux en tout cas. Si ça vous va, avant qu'on s'intéresse aux témoignages que vous avez recueillis et aux enquêtes que vous avez menées, peut-être qu'on peut déjà décrire les faits et expliquer aussi comment fonctionne le milieu de la recherche. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la recherche en France? À quoi les jeunes chercheurs sont confrontés aujourd'hui? Alors, c'est une Adèle. vaste question. Mais Donc, oui, on commence large et après, oui. déjà, on va commencer large. Déjà, donc l'entrée dans le monde de la recherche débute généralement, durant le doctorat, même si on a un petit peu d'expérience quand on fait un stage en laboratoire, quand on est en master. Mais donc effectivement, entre le master et le doctorat, il y a quand même un gouffre qui fait qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas dans quoi on s'engage. Généralement, on est super motivé, on a beaucoup, de l'ambition et ensuite on découvre un monde qui peut pour certains être, vraiment, super, qui peut, être, extrêmement, enrichissant d'un point de vue intellectuel et pour d'autres, ça peut se révéler être l'enfer. Alors, dans la recherche, déjà, donc quand on fait un doctorat, on peut être financé comme on peut ne pas être financé. Donc là, il va y avoir une grande différence selon, les jeunes chercheurs. Généralement, en sciences, expérimentales, on va avoir un contrat, on va être protégé, on va cotiser, enfin voilà, on va pouvoir avoir des congés maladie, congés maternité et cetera. Mais beaucoup de jeunes chercheurs en sciences humaines, par exemple, eux, n'ont pas de contrat, ne sont pas payés et donc sont ultra précaires. Donc ils doivent faire des petits boulots à côté. Ils Ensu s'autofinancent, quoi. Ouais, ils s'autofinancent, parfois on leur demande de faire ça sur le chômage, ce qui n'est pas le rôle du chômage, hein. Donc ça, c'est la partie doctorat. Ensuite, une fois si on fait la recherche au sens large, j'entends, hein, une fois qu'on a fait son doctorat, on a obtenu son diplôme, si on veut continuer dans ce parcours-là, on fait ce qu'on appelle un post-doctorat, donc après le doctorat. Donc on est docteur et c'est un peu le premier contrat, en CDD Mmh. qu'on a en tant que docteur. Et ensuite, on peut passer des concours, le CNRS, d'autres concours pour être chercheur titulaire, c'est-à-dire chargé de recherche. On peut être aussi, maître de conférences et cetera. Donc, voilà, ça c'est une vision un peu globale, on va dire, du parcours recherche. Et Stéphane, de quoi sont victimes les chercheurs et les chercheuses, auxquels, toi tu t'es intéressé par exemple? Bah, nous, C'est quoi le problème? Les problèmes? alors les problèmes, ils sont nombreux, j'ai l'impression, Mmh. mais c'est vrai que nous, sans être des spécialistes de cette question, spécifiquement, ce qui nous a intéressés, c'est de se dire effectivement après MeToo, là on est à plus, 5 6 ans Ouais, presque maintenant plus, du ouais, plus vraiment 6. du moment où on est Même, vraiment plus rentré 7. dans le mouvement MeToo, aux États-Unis, c'était même, avant. Comment dans ce milieu de la recherche qui est un milieu quand même, où on est, un peu entre soi, dans un petit milieu. Pourquoi est-ce que, ce milieu-là semble, aussi étanche finalement, à certains changements, à des dispositifs de régulation qui existent, Mmh. avec, des structures, des autorités, qui sont là aussi pour, justement, recueillir les signalements, puisque maintenant le signalement ça fait partie, des procédures. Il y a des circulaires qui sont faites, régulièrement pour rappeler en fait les principes. Mais il semble que ça bloque encore, dans ce milieu, en particulier, comme dans d'autres milieux professionnels évidemment. Mais on va le voir, je pense que dans ce milieu-là, il y a des données un petit peu particulières. Il y a la précarité effectivement, il y a un lien aussi entre, heu, la tutelle, la recherche, les étudiants, les chercheurs. Il y a quelque chose qui relève d'une certaine, proximité, Ouais, promiscuité une parfois. dépendance presque, Voilà. Et nous, à la base, on part, sur ce milieu un peu fermé, sur une recherche qui porte sur des aspects, qui relèvent du pénal avec, on a connaissance de plaintes qui traînent ici et là sur certains campus, sur certains labos. On essaye de savoir un peu plus et puis il y a cette lettre dont tu as parlé, avec, mmh, des chercheurs. Je suis allé voir tout à l'heure, ils sont plus de 500 maintenant à avoir Ouais. signé cette lettre. Donc ça signifie quelque chose. On sent qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un problème qui est identifié, qui relève du harcèlement sexuel, du harcèlement, moral, qui touche des rapports, hommes-femmes, mais pas seulement. Ça peut mmh. être aussi femme-femme, ça peut être, différents, rapports de domination dans ce secteur-là. Et nous, on s'est dit en tant que journalistes, essayons de savoir, comment ça se passe. Et avec des gens comme Adèle
qui ont travaillé sur, la recherche justement de témoignages, on s'est rendu compte, avec le peu de temps qu'on avait, que c'est extrêmement difficile d'aller à ces témoignages, que c'est très compliqué, qu'il y a une chape de plomb, qu'il y a un rapport difficile pour, aussi pour, libérer la parole parce que, eh bien, on est dans une carrière, on est dans un objectif finalement professionnel, qui fait que faire des vagues, c'est une prise de risque et ça, eh bah, c'est très compliqué. On va revenir sur, les raisons, de ce silence, de pourquoi, la révolution MeToo ne touche pas, enfin semble en tout cas ne pas atteindre ce secteur-là. Mais avant ça, peut-être Adèle, est-ce que tu peux nous, lister entre guillemets les différentes, formes de violence, auxquelles, les jeunes chercheurs et chercheuses peuvent être confrontés? Alors, donc, il y a plusieurs types. Parmi les personnes que j'ai pu interviewer, les personnes qui ont répondu aussi à l'enquête en ligne que j'avais diffusée, Mmh. euh, il y a les formes de violences sexuelles ou sexistes. Par exemple, ça peut aller de la remarque sur le physique, sur la tenue vestimentaire, ça peut être du chantage sexuel ou à la relation amoureuse. Typiquement, une personne qui te fait comprendre que si tu couches pas avec ou si tu acceptes pas certaines choses, bah, ton diplôme est en péril. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui est assez Donc chantage, oui, parce que ce qui est assez intéressant, en fait, particulier dans le doctorat, c'est que c'est un travail, c'est un premier, on va dire, premier travail de recherche, mais c'est aussi une formation, donc c'est assez hybride, hein. Et donc, contrairement à un petit peu n'importe quel autre métier quasiment où on pourrait un peu plus facilement démissionner, bah là, si on démissionne, on peut le faire, mais on fait une croix sur sa carrière. En tout cas, c'est assez compliqué de continuer par la suite. Donc il y a cette notion de chantage-là. Il y a bien sûr, bah, tout ce qui est agression sexuelle, ou remarques sexistes. Donc ça, c'est le champ vraiment, tout ce qui est, violence sexiste et sexuelle. Ensuite, il y a le champ des violences psychologiques. mmh, Et ça, c'est un champ qui est assez intéressant dans le sens où, on a à peu près compris que, mettre la main sur la cuisse de son doctorant ou de sa doctorante, bah, ça, c'est pas acceptable. Tout le monde n'a pas compris, mais on a à peu près cerné les contours de l'acceptable ou de ce qui est pas acceptable, d'un point de vue, sexuel, sexiste. En ce qui concerne les violences psychologiques, il y a vraiment beaucoup de zones grises, dans le sens où, quand une personne va vous demander de travailler le week-end, on peut considérer que c'est simplement une personne qui est exigeante, mais que ce n'est pas nécessairement ouais. du harcèlement moral ou une violence psychologique. Et ça, il y a vraiment tous ces contours de la violence. Ça peut être refuser des congés, ça peut être te crier dessus, ça peut être t'empêcher d'aller et venir comme tu le veux. Ça peut être faire du chantage à la publication d'articles. Et en gros, en fait, ça fait un... Même du vol Ah, bien de sûr. enfin Alors la après, propriété intellectuelle, est après, parfois oui. bafouée, quoi. Ah, il y a tout ce qui est plagiat, par exemple, il y a, dans l'enquête que j'ai menée, il y avait plus de 20 des répondants qui disaient que, à un moment ou un autre, leur travail avait été utilisé sans être crédité, voire complètement détourné. Et donc ça, on voit que ce sont des problèmes qui ne sont pas juste à la marge. Il y a Mmh. vraiment un problème qui, même si, encore heureux, c'est pas tout le monde et bien heureusement, mais on voit bien que ce sont quand même des chiffres qui ne sont pas, à minimiser non plus. Ensuite, il y a tout l'aspect précarité. Et ça, c'est très, très important aussi Le parce qu'en fait, statut. les violences, elles s'intègrent aussi dans cette précarité-là. Il faut surtout pas considérer que ce sont des choses qui sont compartimentées. En fait, tout est lié. Et quand on a des personnes qui ont un statut précaire, parce qu'un contrat court, parce que pas de financement ou peu de financement, eh bien, lutter contre les abus, c'est d'autant plus difficile. Prendre la parole, Mm. aussi, on l'imagine. Et Stéphane, tout à l'heure, tu disais, c'est un petit milieu, c'est-à-dire? Il y a combien de chercheurs et de chercheuses et qu'est-ce qui, Je serais incapable de dire ouais, combien il y a de chercheuses et mais quand chercheurs. tu Peut-être dis: «C'est que un petit Adèle, le milieu», sait ce chiffre, mais petit milieu, en fait, je pense que, moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté, petite cellule, ouais, c'est-à-dire, un labo, c'est finalement, peu de personnes. Moi, dans les personnes qui nous ont parlé et puis certaines qui nous ont parlé, mais qui ont refusé de nous parler au micro, nous expliquent qu'il y a une proximité, dans le travail au quotidien. Par exemple, ça un travaille en équipe, en un fait? directeur, par exemple, et un chercheur peuvent échanger leur 06 pour mieux travailler, pour, échanger sur, D'accord. WhatsApp ou je ne sais quel, média. Donc peu Heu de distance, en fait.
Bah, ça peut être aussi intrusif quand il s'agit, tout à coup, de passer à autre chose, Ouais, à une ouais. relation qui va être, de l'ordre de, effectivement, demander, à travailler, un week-end ou alors, passer, des suggestions, ou des invitations à je ne sais quelle, proposition, indécente, quoi. Mais cette, proximité-là, elle joue aussi et puis évidemment le rapport hiérarchique joue aussi dans, cette fragilité finalement de la personne qui est visée. Et ça apparaît, beaucoup. Il y a par exemple, une jeune fille là qui nous expliquait, elle est jeune, quand je dis jeune, c'est qu'elle a 26 ans dans mon Ouais. souvenir, et elle me disait justement que, heu, cette, proximité avec son directeur, l'obligeait à recevoir des messages à des moments, à travers, des mails, des échanges, sur des messageries, cryptées, ce qu'elle elle n'avait pas compris qu'elle allait ouvrir aussi à ça et il y a des protocoles finalement qui sont pas forcément respectés dans Le le droit à la rapport déconnexion. Le voilà, droit à voilà, la déconnexion, mais ça, voilà c'est et il y a i ça m'a frappé, c'est-à-dire qu'il y a une forme un peu de harcèlement qui relève du professionnel, c'est-à-dire, il faut plus bosser. Il y a un niveau d'exigence qui est très important, dans les labos où on demande toujours plus. Et à la fois, ça peut aussi donner lieu à une facilité pour peser un peu plus, sur, les chercheurs, sur les chercheuses pour, et bien, les déstabiliser ou obtenir des choses. Adèle, la vie, professionnelle et la vie perso qui se mélangent, c'est quelque chose qui te parle, toi? Oui, mais après ça va vraiment dépendre des spécialités. Mmh. Cet aspect très les uns sur les autres, très on se voit tous les jours, c'est plutôt propre aux sciences expérimentales. En sciences humaines, ça peut arriver, mais ça sera moins courant, je dirais, parce que déjà C'est d'une plus part solitaire, tu veux dire, comme alors travail, les ça sciences bah, humaines alors en fait, peut-être? ça va dépendre parce que déjà d'une part, tout le monde n'a pas de bureau, heu, dans son laboratoire. Ça semble assez aberrant quand on travaille, mais en fait, certains juste doivent travailler de chez eux ou à la bibliothèque tout simplement parce qu'ils n'ont pas de bureau, hein. Ensuite, il faut savoir que, le rapport à son encadrant ou encadrante de thèse peut être un peu différent, selon les spécialités. Par exemple, beaucoup de personnes en sciences, humaines, vont me dire: «Mais moi, mon directeur, je ne le vois qu'une fois par an». Et alors pour certains, ça va suffire, mais pour d'autres, c'est vraiment pas du tout suffisant et là, ça s'intègre dans une autre forme de violence ressentie qui est, l'abandon. Le fait que, bah, quand on a un mentor, une personne qui est censée, nous guider, hein, heu, d'être abandonné, c'est une forme de violence, et quand on se retrouve avec un supérieur qui encadre 40 autres personnes, parce qu'autant en sciences expérimentales, normalement, il y a une limite, hein, on Mmh est mh. sur 2, 3, ça peut être un peu plus, enfin ça va dépendre des spécialités. En sciences humaines, des personnes m'ont dit: «Mais moi, mon encadrant, il a 40 autres personnes avec moi». Donc là, ce rapport aussi va être un peu différent. En revanche, effectivement, échanger le numéro de téléphone, on n'a pas de numéro pro, hein, Ouais, il y a pas de téléphone pro, et donc et puis c'est assez courant, mais c'est parce qu'après c'est un peu disons qu'on est dans c'est un monde professionnel, mais qui n'est pas si professionnel que ça. On est des collègues, c'est par exemple un directeur de recherche, une directrice, c'est officiellement, disons que c'est une personne qui nous encadre certes, mais c'est pas notre supérieur hiérarchique vraiment dans les papiers. Il y a pas vraiment de cette responsabilité-là. Notre employeur, c'est l'université par exemple, mmh. mais c'est pas cette personne-là et donc en C'est fait des référents en fait, on est des collègues, on est des collègues et donc avec les collègues, bah, parfois c'est normal, on va boire un verre, on va au resto, enfin moi j'ai invité mes collègues, alors pas mes chefs, hein, mais j'ai invité mes collègues à mon mariage par exemple, c'était assez normal. Donc il y a des relations de proximité peuvent se créer, ça peut être sain, mais quand justement ça dérive, quand ça devient malsain, eh ben c'est un peu plus tard parce que souvent ce qu'on a raconté, les choses personnelles qu'on a pu raconter, en fait ça peut se retourner contre ces personnes-là. Si une jeune chercheuse dit: «Bah, ouais, moi, dimanche, j'ai fait la fête quelque part». Si elle a le malheur d'être fatiguée la semaine suivante, on a un chef qui va pouvoir lui dire: «Oui, mais attends, tu qui as va fait la s'en fête. servir. Tu as fait c'est toi, c'est ta faute quelque part». Donc ça, c'est assez intéressant et quand tu parles du petit milieu, alors il y a le petit milieu local, mais ensuite il faut penser au petit milieu, on va dire, le réseau Le de la réseau, recherche. le bouche à oreille. Oui, mais les relations professionnelles, les congrès, le milieu est petit dans le sens où alors certes, il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses, c'est un fait, mais quand on étudie un sujet spécifique, il n'y a pas tant de
personne que ça qui étudie ce sujet en particulier. Et donc, ce qui va se passer dans une équipe qui étudie notre sujet de prédilection va plutôt se savoir. Ça va finir par se savoir en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, quand on va vouloir faire un post-doctorat au Canada, aux États-Unis, en fait, ça va être assez compliqué si jamais notre direction n'a pas de bon rapport avec nous, parce que quelque part, un jeune chercheur ou une jeune chercheuse hérite du réseau de son Mmh. encadrant ou de son encadrante. Donc si ça se passe mal, ce réseau est mis à mal, et dans ce cas-là, ça peut être assez difficile de rester dans cette spécialité. Et on peut, détruire aussi, j'imagine, des carrières, facilement. Planète Dodo dans le chat qui dit: «Un ami à moi aussi en thèse, son responsable de thèse lui a dit que s'il partait avant 19 heures, c'était un fainéant et qu'il n'était pas motivé». Et bien dans ma thèse qui répond: «Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir sa thèse en fonction de l'équipe, de l'ambiance et pas du sujet». Ah ouais, donc ça c'est super intéressant, si ouais. Hem Justement, une des personnes que j'avais interviewées, donc Laurine, me disait justement à la fin de l'interview, ce qui est important, c'est bon, il y a un tiers le sujet, un tiers l'encadrant, et un Mmh. tiers l'environnement de travail. Dans le sens où parfois, alors, mais encore une fois, on est en master, on ne connaît pas. C'est vrai qu'on débarque là, bon, on n'a pas fait une enquête pour savoir chez qui on s'embarque. Parfois, on a tendance à se dire, je me fiche un petit peu avec qui je veux travailler, je veux aller dans ce labo parce qu'il est super prestigieux, et on a envie d'avoir ça sur son CV, et en fait, je comprends, hein, c'est normal, hein. Moi, j'ai fait un peu pareil d'ailleurs, hein, même si le sujet en l'occurrence m'intéressait, mais ça, elle a complètement raison, Mathilde. Heu L'important, c'est les relations de travail, et donc c'est les personnes avec qui on va travailler. Alors parfois, c'est vrai qu'on ne sait pas avec qui on va, et donc c'est important, par exemple sur LinkedIn, d'aller, De contacter se les renseigner. personnes qui ont travaillé avant. Quand on y va, comme pour faire un entretien par exemple, essayer de demander, alors c'est délicat parce qu'on a l'impression qu'on risque de se faire griller, bon. Vraiment, c'est la chose la plus importante, et s'il n'y a pas une personne qui vous dit: «Ouais, c'est super», si ce sont des personnes qui sont: oui», Hésitant. et c'est qu'elles n'osent, enfin, c'est qu'il faut pas y aller, quoi, en fait. C'est qu'il faut pas y aller. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais le plus important, c'est les relations humaines, parce que vous devez tenir 3 ans, 4 ans, voire plus, hein. Votre sujet, au pire, vous pouvez apprendre à l'aimer. Très honnêtement, même si vous le connaissez pas, la recherche est fascinant, donc a priori, vraiment, il y a peu de chances pour vraiment détester son sujet, quoi. Moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que Stéphane? la notoriété, en fait, d'un labo, par Ouais. exemple, peut être un frein au signalement. C'est-à-dire que ça peut, toucher à l'image du labo, toucher à l'image, de l'équipe, toucher, au financement aussi, qui Mmh. sont, attendus. Donc, faire des vagues, ça peut avoir des conséquences, très importantes pour tout le monde. Donc, c'est un des freins, et il y en a plusieurs, si le sujet effectivement, du signalement aujourd'hui est le sujet un peu clé, et la prise en compte du signalement, Mmh. et après évidemment, la perspective aussi des sanctions, il y a aussi, dans la nature aussi de la structure dans laquelle on travaille, ça peut être un frein aussi au signalement. Ça, en tout cas, c'est ce que disent, certains des chercheurs. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi est partie, toi, l'enquête que tu as menée? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a, Ouais. des plaintes dont on a connaissance, sur toute la France en fait, plusieurs. On s'était intéressé au sujet. Certaines dont on n'a pas encore pu parler, parce que c'est pas encore mûr. D'accord. D'ailleurs, pour tout dire, il y a pas très longtemps, j'ai encore recontacté des gens de cette, fameuse lettre-là, qui a été diffusée, Mmh. récemment, dont Sur tu as les fait réseaux état au sociaux? début, ouais. Mmh. Bon et ben, aucune des personnes qui sont à l'origine de cette lettre n'a accepté de me parler. OK. Aujourd'hui, parce que, derrière cette lettre, il y a aussi des dossiers plus particuliers, plus précis, dont on peut pas encore parler. En tout cas, eux, ils veulent pas encore en parler. Il y a un secret, Voilà, on n'est pas dans la généralité. On est à chaque fois sur des cas bien précis de personnes qui ont été, déstabilisées, atteintes dans leur, intégrité de chercheurs, de chercheuses, mmh et qui, à un moment donné, se sont sentis seuls et ont eu besoin d'aller vers les collègues, ont pas senti forcément cette solidarité au sein de leur labo, au sein de leur unité, et sont allés la chercher, plus loin. Heu, ou alors on fait appel aux instances qui existaient, pour, essayer de signaler. Là, c'est vrai que ça dépend aussi
campus, de là où on est, parce que parfois les structures de signalement, ça se résume à une infirmière. Et donc, dans ce cas-là, il faut bien comprendre que chaque unité, chaque endroit où on est, va relever aussi d'un système de signalement très précis, pas toujours adéquat. Et pas uniformisé, ouais. Voilà. Par exemple, on a contacté le CNRS pour cette enquête, pour essayer de comprendre eux, comment ils ont pris en charge, ce mouvement MeToo. Mmh. Et ben, finalement, c'est tout récent. Le CNRS quand même, tout le monde connaît le CNRS. Et ben, la cellule de signalement qui a été créée par le CNRS, elle a, 1 an. Voilà, ça fait 1 an que Février 2022, tu voilà, disais, là, tu février écris. depuis Oui. février 2022, ça y est, ils ont créé une cellule avec, 90 personnes qui sont censées être des référents. Ils essayent de former aussi les gens pour, qu'on accueille ces témoignages-là de manière sérieuse pour qu'on sache s'il faut déclencher une enquête administrative. Et puis, ils font appel aussi, ils sont épaulés par une asso, France Victimes, qui, là, prend en compte la parole des victimes pour essayer d'accompagner aussi psychologiquement ces personnes-là, parce qu'il y a une façon aussi de prendre les témoignages et puis d'envisager aussi l'après, pour dire, voilà, je signale, mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on va laisser la personne avec ce signalement-là, la laisser dans son coin? Et puis en général, ça peut avoir des conséquences, voire des conséquences graves. C'est-à-dire que la personne s'isole et puis peut complètement foirer sa carrière, quoi. Adèle, cette lettre, cette tribune dont parle Stéphane et qui a été publiée sur les réseaux sociaux, c'est une bonne nouvelle et est-ce qu'elle a résonné dans le milieu de la recherche ou pas? Ça a fait du bruit? Ah bah, de toute façon, dès qu'on parle de ces sujets-là, oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Après, ça n'a pas fait beaucoup de bruit et ça, on peut vraiment s'en étonner, vraiment, c'est assez surprenant. Mmh, Heu Là, je pense qu'on est monté à 500 signataires déjà. mmh. C'est Heu principalement des titulaires. Les Beaucoup de signa titulaires, ouais, Ouais, il y a ouais, pas ouais, mal de beaucoup beaucoup de de titulaires, titulaires. titulaires. Je je dirais qu'il y crois. a 2 tiers de femmes et un bon tiers d'hommes, mais presque plus, Mmh. encore. OK. Donc je trouve que c'est assez représentatif, moi. Il me semble que cette liste, elle représente quelque chose, effectivement. Et la OK. lettre est assez intéressante dans le sens où elle, comme on le fait là, en fait, elle ne se focalise pas, sur une forme de violence spécifique. Elle est assez ouverte et elle dénonce vraiment les abus de pouvoir et le silence, qu'il y a autour dans les abus de pouvoir sur le harcèlement sexuel, mais aussi sur, le harcèlement moral. Et notamment, elle met le doigt sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont témoins de situations et qui ne font absolument rien. Alors, il y a plein de raisons. On peut avoir peur pour sa carrière, il y a plein de raisons. On peut comprendre, par exemple, de non-titulaires sont un peu refroidis, la peur de ne pas avoir son diplôme, la peur de ne pas arriver à La faire sa carrière. précarité, Ça, franchement, on peut à la rigueur le comprendre, mais les personnes qui sont titulaires, certes, il y a un risque d'être mis au placard. Il y a des jeux d'influence dans sauf la si tout le monde recherche. s'y met Mais voilà, finalement. exactement. Il y a des jeux d'influence, il y a des jeux de politique dans la recherche, ça c'est un fait. Mais les personnes qui sont titulaires sont les personnes qui ont le plus de pouvoir pour faire changer les choses. En tout cas, sont les personnes qui doivent arriver à prendre position clairement et pas juste de façon un peu confidentielle à travers un soutien psychologique qui, oui, qui est important, bien sûr, hein, mais qui ne suffit pas. Et donc là, c'est aussi un appel à arrêter ce silence et prendre ses responsabilités lorsqu'on est témoin. Je vous lis un témoignage de Curly Human dans le chat qui dit: «J'ai stoppé mon master biologie l'an dernier pour ça. Des messages WhatsApp à 10h30 voire minuit, quasi tous les jours, venant du promoteur, aucune déconnexion possible car très mal vu. J'ai vu le quotidien des post-docs dans mon groupe de recherche. J'ai fait une réorientation dans une autre filière, sinon la vie perso devient pro.» Crazy Obuni, perso, je suis en master, j'aimerais bosser dans la recherche, mais vu les sacrifices que ça demande, je n'arrive pas à me projeter. Et Adèle, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton enquête, elle est partie d'une histoire personnelle ou pas? Oui, moi j'ai clairement été dans une équipe dysfonctionnelle, donc ça a forcément joué. Après, je m'en suis beaucoup éloignée dans le sens où dans le livre, je parle quasiment pas, enfin j'ai quelques 2-3 anecdotes qui étaient assez marquantes, mais Oui, tu finalement racontes surtout les histoires des autres. oui, parce que ça m'intéressait en fait d'être, d'enquêter sur ce sujet-là, mais de pas forcément, m'appesantir sur ma propre expérience, même si, Mmh. j'ai aucun problème à en parler de toute façon. Je suis partie de cette observation qui était, des,
des situations qui étaient anormales complètement. Par exemple, devoir travailler le week-end sans pouvoir récupérer des jours de congé travaillés. Mmh. Ça, ça me semblait complètement normal, en fait, et j'ai compris bien plus tard que c'était anormal. Des réflexions sur la maternité. Moi, j'ai eu le malheur d'avoir un enfant pendant ma thèse, alors bon, forcément la cata, quoi. Heu le simple fait qu'on me dise: «Bon, bah, si tu travaillerais beaucoup plus si tu étais célibataire, mais bon, maintenant que tu es enceinte, tu vas pas quitter ton copain». Bah, je fais: «Merci, ça fait plaisir». Non, mais ça, bien sûr, c'est ou alors le simple fait que, voilà, tu te maquilles, tu t'habilles bien, bah, tu pas faite pour les neurosciences, tu devrais plutôt faire de la cosmétique. D'accord, ouais, donc C'est énorme non, mais mépris de tout, en grosse fait, ouais. ambiance, grosse ambiance. Et ça, bon, c'était assez, mais quelque part, c'était normal. C'était presque normal. Ensuite, par contre, voilà, quand, je suis aussi partie de cette expérience de témoin, cette fois-ci, qui était que j'ai une stagiaire du bâtiment qui vient me voir en me disant: «Je me suis agressée sexuellement dans le laboratoire». Bon, moi, j'étais en première année, globalement, j'ai tenté de faire comme j'ai pu, en prendre soin, enfin, faire quelque chose, hein. Elle a fait remonter ce problème, cette agression à sa direction. Je suis aussi allée voir sa direction. En fait, il s'est rien passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cherché à faire une enquête, ils n'ont pas cherché, ils m'ont pas interviewé en me disant: «Voilà, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et ensuite, moi-même, je lui ai demandé: «Mais est-ce qu'il se passe quelque chose?» Et en fait, elle n'a eu aucune excuse, elle n'a eu aucune enquête, en fait, elle est partie parce que le temps, il est court dans la recherche. Les gens, ils passent soit 3, 4, 5, 6 mois de stage ou alors 3, 4 ans de recherche, puis ensuite c'est fini. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, malheureusement, c'est que moi, je suis toujours en contact avec elle, ça va mieux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'est revenu, disons, par un autre canal, une personne qui me disait: «Ah, tu sais qu'il y a une légende dans ce laboratoire qui dit qu'une fille aurait été violée». Et je fais: «Mais c'est pas une légende, j'ai recueilli son témoignage, en fait». Et ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre dans la recherche, c'est que ce temps court fait que quand une situation, un abus n'est pas traité rapidement, eh bien, il finit par disparaître très Mmh. lentement, et en fin de compte, les personnes, déjà qu'elles ne sont pas punies, en plus, on nie la réalité de ces faits-là. Et la question ici, elle serait même pas de savoir si cette jeune femme a été agressée, bien sûr. Enfin, moi, je l'ai recueilli, bien sûr, je suis persuadée que ça a été le cas. Mais la question, c'est même pas ça. C'est le fait d'aller voir des personnes pour leur dire: il s'est passé ça, protégez-nous, et obtenez justice, faites une enquête. Et des personnes qui ne cherchent pas à faire ça pour une question peut-être d'image, pour des questions de publication, parce que ça pourrait peut-être conduire au licenciement d'un jeune doctorant, et peut-être donc pas de publication, une mauvaise image, pas de recrutement. Enfin, ouais, bien sûr, il y a un ensemble de problématiques qui fait que est-ce que c'est pas plus simple, en fait, de laisser couler, de laisser passer une stagiaire, de toute façon, elle sera pas là dans 2 mois. Et tu dis que tu as mis énormément de temps à comprendre, la détresse en doctorat, enfin que la détresse en doctorat, pardon, n'était pas un phénomène rarissime et que tu l'avais seulement réalisé après avoir quitté le monde de la recherche, finalement, quand Ouais. tu es sortie de cette, bulle, en fait. C'est ça, en fait, c'est exactement ça. Moi, j'étais dans une bulle. Moi, je n'avais pas beaucoup de contact avec, le monde extérieur, hein, à cette époque-là. Enfin, je veux dire, que ce soit ma vie perso, je quittais la maison, mon fils dormait, je rentrais à la maison, mon fils dormait, je faisais des Skype avec lui à 20h parce que bon, c'était un peu le seul moment où je pouvais le voir. Hem et en fait, on a l'impression que on peut avoir l'impression, en tout cas moi c'était le cas, mais il y a d'autres personnes, c'est le cas aussi, hein, que ces dérives-là, elles sont un peu uniques. C'est un peu la faute à pas de chance, bon ben, puis voilà. Et en fait, moi, c'est uniquement quand je suis sortie de ce monde-là, je suis allée dans le privé, qui recrutait beaucoup de docteurs, et j'ai discuté avec, ma première collègue, ouais, j'étais super contente d'ailleurs, et je lui dis: «Ouais, c'est super, tu as fait une thèse, c'était en quoi? Comment ça s'est passé?» Et là, elle commence à avoir les larmes aux yeux, et là, je me suis dit: «Oh, bon, déjà désolée, c'est pas une super entrée en matière, hein». Et puis je me suis surtout dit: «Tiens, c'est bizarre, moi je pensais qu'il y avait que chez moi que ça s'était passé comme ça». Et en fait, j'ai réalisé, à force de discuter avec des chercheurs, des jeunes chercheurs, des postdocs, des titulaires même, hein, et surtout en allant sur internet, sur les réseaux sociaux, que souvent sous couvert d'humour, hein, en fait, il y avait une détresse,
C'était pas nécessairement du harcèlement sexuel, c'était pas nécessairement du harcèlement moral vraiment à proprement parler, mais il y avait une détresse, il y avait une souffrance, il y avait des violences et une grande précarité et une sorte de désillusion. Pas pour tout le monde, bien heureusement, hein, mais pour une large proportion en fait de ces personnes-là. Pardon, je cite Fortunuki qui dit expérience vécue par une collègue à sa deuxième grossesse pendant la thèse. La DRH de l'université a contacté le directeur de thèse pour lui faire savoir qu'il pouvait se séparer de sa thésarde. Ce n'était pas en France, cependant. Et Stéphane, dans ton enquête, tu t'appuies aussi sur cette étude de la Fondation L'Oréal qui dit que une femme sur deux dit avoir subi une forme de harcèlement sexuel. C'est énorme. Ça veut dire que c'est pas du tout des événements isolés, en fait. Ouais, je pense que ce chiffre, il est un peu fort quand même, il me Ouais, semble. Mais c'est une appréciation que j'ai. C'est-à-dire ouais. l'étude, elle est menée sur 5000 C'est ce chercheurs que je me suis et dit aussi. chercheuses. Ça représente environ plus de la moitié, je crois, ou la moitié à peu près Hmm. sont français, puisque c'est une étude internationale. Mais je pense que ça mêle l'idée qu'on est soit victime de harcèlement Hmm. sexuel, par exemple, ou témoin d'une situation de harcèlement. Et ça, c'est plus large. Et je pense que ça touche aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, être témoin d'une situation, comme on peut l'être dans tous les jobs, hein, et l'attitude fait que de ses collègues fait qu'on peut être témoin aussi d'une situation, intervenir ou pas. Moi, le sentiment que j'ai quand même, c'est que globalement, il y a une sociologie aussi du monde de la recherche. Dans certains secteurs comme les sciences pures, il y a d'hommes. D'autres secteurs comme les sciences humaines, il y a un peu plus de femmes, voire plus de femmes. Donc la sociologie, au fait, la part des hommes-femmes dans certains secteurs favorise aussi des comportements ou des situations. Euh, Dans le cas, en fait, par exemple, des sciences pures, il me semble que c'est plus facile de se dire qu'il y a des situations où le sexisme est plus prévalent. Euh, Ça a l'air d'être le cas, ça a l'air de recouper en fait les données de cette étude. Ok. Euh, Moi, il me semble aussi que une chose qui apparaît d'une manière très claire dans les témoignages qu'on entend, c'est qu'il y a un sentiment que ça va pas servir à grand-chose, effectivement, de signaler des faits, pas forcément de harcèlement sexuel, mais de sexisme ou on va comment dire, briser une carrière ou peser sur une personne, la pousser à la faute finalement. Je pense qu'il y a un sentiment que ça va pas servir à grand-chose et aussi que les instances qui sont là pour protéger, comme on disait tout à l'heure, ne font pas le job. Donc il y a un problème de confiance, en fait, dans De ces confiance dans instances-là. l'institution et dans l'instance qui Ouais. va... et d'ailleurs, là récemment, il y a un arrêt du Conseil d'État qui remonte au 10 mars, donc c'est hier Ouais. quasiment, où l'instance, là, donc le Conseil national de l'enseignement supérieur, qui est donc censé sanctionner et instruire en fait ces affaires-là quand il s'agit d'affaires graves. Là, eh ben, il a été infirmé par le Conseil d'État, c'est-à-dire qu'il y a un maître de conférence, on peut le dire, de la Sorbonne Nouvelle, qui a été pris dans le doigt dans le pot de confiture avec du harcèlement sexuel sur des étudiantes de TD, de travaux dirigés, avec des invitations à faire des massages, etc. Enfin, un cas bien Ouais. caractérisé. Et le Conseil national, qui est donc la plus haute instance dans le domaine, a estimé que ça relevait pas du harcèlement sexuel. Donc c'est la fac qui elle-même s'est pourvue contre le Conseil d'État et qui a donc donné raison à la fac et il y aura autre chose qu'un blâme. Et donc c'est quand même frappant, je trouve, que le Conseil d'État soit obligé de se positionner. Et donc, le Conseil, a donc donné raison à la fac. Ça en dit long, je trouve, sur ces instances-là. C'est des témoignages qui reviennent assez régulièrement. C'est à quoi ça sert. Deuxième chose aussi, c'est le pénal. Il y a deux aspects. Le micro. Il y a l'enquête administrative, donc l'enquête interne, qui peut être menée donc dans le labo, dans la structure, Hmm. et puis l'enquête pénale. On se tourne vers les tribunaux, vers la justice. On va porter plainte. Voilà. Normalement, c'est deux enquêtes complètement indépendantes et elles D'accord. doivent être sur deux tempos différents.
la structure, la fac, l'université peut aller directement aux responsabilités, chercher à trouver vraiment les responsabilités. Mmh. Et souvent, ce qu'on voit, eh ben, c'est que la fac traîne en disant: «Ah mais attendez, là il y a une enquête, il y a une plainte, donc on va laisser la justice agir et OK. d'ici là on va, donner, la présomption d'innocence à la personne». Il y a très peu de publicité qui est fait sur l'enquête et au final tout ça se gèle, s'annule un peu et ça donne un sentiment d'impunité, un sentiment de justice un peu entre mandarins de la recherche, Mmh. de protection finalement des grands noms ou des chefs, qui dirigent les études. Ça, c'est pas bon. Ça donne une image, désastreuse, je trouve, aux personnes qui sont victimes et donc ça donne, un sentiment d'impunité et d'invulnérabilité finalement des personnes qui peuvent avoir des comportements déviants. Et est-ce que le ministère, de la recherche et de l'enseignement supérieur réagit à Eh bien, à ce que écoute, vous décrivez? alors, il s'est passé, alors certes, ils ont créé des des, des cellules d'écoute, il y a quelques Mmh. temps maintenant. Donc officiellement, oui, il y a de l'argent qui a été injecté il y a pas si longtemps que ça pour lutter contre, les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais Mais bon, bah, là, je pense que le clash pourrait bien en parler. En fait, ces cellules d'écoute, certaines fonctionnent et mmh, puis d'autres sont des coquilles vides. Certaines personnes sont juste pas formées, en fait, à faire ça. D'autres le sont. Ça va vraiment dépendre des universités. Le problème aussi qu'on rencontre, c'est que et là, ce sont des retours qu'on peut avoir sur le terrain qui sont assez forts et qui vont vraiment différer selon les lieux, les universités. Mais dans certains endroits, on va retrouver des personnes qui presque joueraient le jeu, des supérieurs, harceleurs. OK. Là, je vais parler que des supérieurs, bien sûr, il peut y avoir des collègues aussi, des doctorants, bon voilà, mais là, dans ce cas-là, ce serait des supérieurs, harceleurs dans le sens où oui, beh, ces personnes-là, elles sont subordonnées. Elles sont employées de l'université. Donc il y a un lien de subordination. Donc il n'y a pas une indépendance. C'est très difficile en tout cas d'être indépendant. Et donc malheureusement, il y a des plaintes en tout cas, de personnes qui disent: «Mais, vous recueillez nos témoignages pour que ça se retourne contre nous». Donc ça peut être un vrai problème dans certains endroits. Et puis on a le problème bien sûr de la proportionnalité j'ai envie de dire des sanctions. Mmh. Tu parlais tout à l'heure du pénal. C'est très important encore une fois oui, de souligner le fait que le pénal et une procédure disciplinaire interne sont complètement indépendantes. Et j'ai encore une personne aujourd'hui qui m'écrivait en disant, qu'elle était allée porter plainte et que la personne, la magistrate, avait répondu, «Oui, mais bah, tant que, la procédure disciplinaire, en gros, elle a rien donné». Donc en gros, Donc ouais, on a l'impression qu'il y a une chacun se interdépendance. Ouais, alors voilà, que ça se pas du renvoie la tout, balle, ça quoi. se renvoie la balle. Ouais. Et puis à l'inverse, les universités qui disent: «Oui, bah, justement, comme tu disais, il y a une plainte en cours, nous, on attend». Mais non, il y a pas de rapport, hein, il y a pas de rapport. On voit bien en Lorraine et pour le coup, l'université de Lorraine, ont fait le boulot, a fait le boulot, mais bon, il a fallu aussi aller très, très loin. Il y a eu une enquête dépaysée, une autre équipe d'une autre université qui est venue pour enquêter et en fin de compte, il y a eu une sanction disciplinaire, donc une mise à la retraite anticipée, mais qui est indépendante du pénal qui peut-être, pourra arriver. Mais le problème, c'est que, mettons, très bien, il y a une sanction, il y a une enquête disciplinaire et on a une sanction. Là, cette semaine, le bulletin officiel, du CNRS, est sorti pour le mois de mars Mmh. et on découvre qu'un professeur, un grand chercheur, directeur de recherche, première classe et cetera, enfin bref, la classe quoi, de l'université de Strasbourg, a été mis à pied pour 1 an avec un sursis de 6 mois. Donc on se dit: «Bon, bah, super, il y a une sanction, génial». Mais Et qu'est-ce puis, qu'il a fait? bah, Tu attends, peux tu je peux crois nous lire, hein. je peux lire? Oui, oui, Attends, tu peux. je cherche. Et il y a Paco Plâtre qui dit: «Les doctorants devraient avoir beaucoup plus de liberté et les encadrants devraient juste encadrer et non diriger». Ah ouais, ça, en fait, c'est la notion de mentor aussi. On pourra en Ouais. reparler. Et que la différence entre un encadrant, un mentor aussi, c'est assez intéressant. Donc, on se dit, donc on garde en tête, c'est une sanction disciplinaire de mise à pied de 1 an avec 6 mois de sursis.
Et donc, le BO, le bulletin officiel du CNRS, dit Monsieur Guédon a reconnu avoir de manière générale un comportement tactile, avoir partagé sa chambre à l'occasion d'un déplacement professionnel avec une doctorante sous sa responsabilité, s'être présenté en sous-vêtements devant une étudiante et une collègue, s'être allongé sur une doctorante sous sa responsabilité, endormi sur le dos à la plage, tous deux étant en maillot de bain, avoir embrassé une stagiaire sous sa responsabilité, s'être rendu seul au domicile d'une doctorante sous sa responsabilité pour travailler avec elle sur sa thèse. Mais, bien sûr, il a nié toute connotation sexuelle à ses gestes. Il a tenté d'embrasser une doctorante sous sa responsabilité. Il lui a caressé les fesses, a posé une main sur sa cuisse et il a embrassé la stagiaire sans son consentement. Et ensuite, il a placé 2 doctorantes et une stagiaire dans une situation intimidante, humiliante et offensante qui a conduit une des 2 doctorantes à souhaiter mettre fin à sa thèse. Et donc pour ça, Un an. on a on n'est même pas viré. En fait, on se demande qu'est-ce qu'il faut pour être viré, quoi. Est-ce qu'il faut atteindre justement ce qu'on a eu à l'université de Lorraine, c'est-à-dire une doctorante qui met fin à ses jours? Mais c'est catastrophique. Alors bien sûr, cette personne-là, elle sera très certainement blacklistée. On suppose que peut-être que le laboratoire va prendre des dispositions, peut-être que sa réputation va prendre un coup. Mais c'est un petit peu, de la part en tout cas ici du CNRS malheureusement, c'est un petit peu laisser les autres faire le sale boulot quelque part. Dire voilà, nous on accepte ça, c'est signé du président, hein, monsieur Antoine Petit. On se demande si monsieur Petit réalise que beaucoup de personnes trouvent cette sanction très 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 faible face en tout cas aux faits qui sont reprochés, et finalement laisse le choix au laboratoire lui-même et aux futurs hypothétiques collègues de dire non, cette personne, on n'en veut pas. Mais dans 5 ans, cette personne, peut-être qu'elle va retrouver une place ailleurs, peut-être que ça va être oublié, peut-être qu'elle va se retrouver aux États-Unis, au Canada. Enfin, bref, tout ça pour dire que il se passe des choses. Et on voit que dans d'autres universités, ça marche. Donc, on ne va pas être défaitiste. Moi, je pense que ça peut marcher. Il y a des solutions qui existent. Il se passe des choses, c'est bien mieux que dans les années 80 déjà, donc il se passe des choses. Mais quand on voit ce genre de sanctions-là, on se dit mais que vraiment, il y en a qui ont toujours la tête dans le sable, quoi. Ils sont pas passés en 2023. Et surtout, c'est un manque de respect, mais énorme pour les victimes, tout simplement. Stéphane, ces affaires-là, est-ce qu'elles font suffisamment de bruit dans les médias? On n'a pas vent de beaucoup d'affaires, comme ça, Ouais. d'abord parce que nous, ce qui nous intéresse en général, c'est les affaires pénales. C'est Mmh. quand il y a des plaintes et qu'il y a, des conséquences avec des enquêtes qui vraiment les choses sont caractérisées. Finalement, il y en a peu. On a parlé de ce suicide, qui effectivement a été, très médiatisé, mais globalement, ça passe un peu sous les radars. Heu, Visiblement, il y a quand même, un frémissement, je dirais. C'est-à-dire Mmh. que maintenant, aussi, on est en train un peu de changer, je pense le poids, de l'intimidation. C'est-à-dire que la plainte peut aussi faire peur, donc il y a quand même je pense aussi des structures comme le CNRS qui maintenant prennent un peu les devants parce qu'ils se rendent compte en fait de l'impact, terrible que ça peut avoir, sur l'image aussi, de structures d'unité, si, les faits, sont aussi caractérisés. Donc ça, évidemment, ce que vient de lire Adèle, ça, c'était impensable il y a encore, quelques années, que ce Mmh soit mh. publié sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que là, on sort quand même, d'années, de décennies aussi où, il y avait des directeurs qui étaient, tout puissants, quoi, il faut bien le dire et qui pouvaient aussi, étouffer, en fait, des affaires et où ça passait, sous les radars, parce que de toute façon, on savait qu'il y aurait pas de sanction. Aujourd'hui, on ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre, mais qui est difficile et où, on sent qu'il y a encore une certaine faiblesse, de la prise en compte de ces signalements et le fait que l'indépendance, normalement, des enquêtes administratives, eh ben, c'est pas clair et il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Et Adèle, toi, parmi les «solutions» entre guillemets, que tu proposes, enfin que tu envisages, il y a cette question de, finalement, régulariser absolument le statut des chercheurs, Alors des là, doctorants. là, c'est sur un autre sujet. Ouais. Ouais, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait au début, finalement, le fait que les problèmes de précarité aussi sont pas à décorréler complètement des problèmes d'abus de Mmh. pouvoir. Et
Oui, une des choses qui serait importante et qui est soutenue d'ailleurs par des syndicats, par la Confédération des jeunes chercheurs, bien sûr, Le droit du qui est travail. le droit du travail et puis simplement à toute personne qui fait de la recherche, en fait, offrir un contrat de travail. Donc il y a l'aspect lutter contre la précarité, notamment pour les personnes en sciences humaines. Donc ça, c'est une des solutions qui est plus sur l'aspect statut et finances. Après, il y a tout ce rapport justement à l'enquête interne. C'est-à-dire à quel moment, on arrive à un point où tout le monde sait, personne ne fait rien, il n'y a même pas une enquête qui s'ouvre, quoi. Donc déjà, arriver à avoir des enquêtes qui soient ouvertes de façon, plus régulière. Alors bien sûr, mais pour ça, bien sûr, il faut du personnel, donc il faut de l'argent. Donc on revient aussi à un problème de précarité qui fait qu'on enferme aussi des gens dans une espèce de course où on a le temps de rien, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de personnes, il n'y a pas assez de personnel. Déjà que moi je dois faire une publication pour espérer que mon équipe elle reste en vie, j'ai pas le temps d'aller enquêter dans une autre université pour voir si un de mes collègues, avec qui je m'entends bien au demeurant, a tripoté une doctorante ou une étudiante. Et donc on se retrouve en fait avec des personnes qui, je suis sûre qu'il y en a plein, en fait il y en a plein qui sont bien sûr qui sont bienveillantes, mais qui se retrouvent un peu enfermées dans un épuisement professionnel, intellectuel, qui fait qu'on leur laisse pas forcément la possibilité de bien faire leur boulot et de prendre le temps d'aller faire des enquêtes. Donc l'idée aussi, c'est de plus financer, d'avoir plus de postes, de plus de moyens. Et cet argent, ces centaines de milliers d'euros qui sont alloués à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Bien sûr aussi il faudrait qu'elles englobent aussi les violences psychologiques, mais faire en sorte qu'elles soient mieux utilisées quelque part. Notamment quand je vois qu'il y a des enquêtes, des questionnaires dans des universités pour savoir, prendre la température quelque part. Bon, quand je vois qu'il y a des enquêtes qui disent les questions sont pas claires, ou Et alors ouais. si elles sont claires, en fait on comprend que Avez-vous déjà le but de ces enquêtes, ce n'est pas de savoir s'il y a des problèmes à l'université. C'est pas ça. Le but de ces enquêtes, c'est de trouver un moyen de faire la com de la fac. Montrer qu'on agit Mais sur voilà, ce les micros? c'est du green ou du voilà, c'est purple, tout ça. ce que tu veux, c'est Il du faut washing, tu vois. montrer qu'on agit, quoi. Et quand je vois par exemple des questions qui disent C'est le greenwashing. le doctorat correspond-il à vos attentes? Super, alors on va voir, voilà, 80% des répondants disent que le C'est une doctorat. question qui est pas assez ciblée, qui est pas assez anglais Non, pour, mais c'est intéressant, tu dis super, mais qu'est-ce pointer que un t'en fais? problème, ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais de ça? Mmh. Alors que c'est pour ça que moi, quand j'ai fait mon enquête, j'ai fait ça par situation. On me crie dessus, oui ou non. On a mis sa main sur une partie de mon corps, je voulais pas. Oui ou non. On me fait du chantage sexuel, oui ou non. On m'empêche de prendre des repos ou on critique mes repos, oui ou non. On critique ma parentalité. Voilà, ça c'est clair. Et peut-être que, oui, il y aura que 5% des gens qui diront oui, je suis concernée. Peut-être. Et j'espère qu'il y en aura le moins possible. Mais l'important ici, c'est de savoir, c'est pas de dire, regardez, 95% sont satisfaits. Bien sûr, c'est bien, c'est un beau chiffre, bravo. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ces 5%, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que d'une année sur l'autre, ça change? Est-ce que ça empire? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et quand on prend vraiment la température localement et puis dans chaque université, déjà qu'il faut que ça soit public, hein, savoir dans quoi on s'embarque, parce que quand on va dans un labo, dans une fac, on ne sait juste pas, on connaît un petit peu peut-être sur les réseaux sociaux, mais en fait, Mmh. on ne sait pas. Donc, il faut que ça soit public déjà et qu'on voit s'il y a eu des évolutions d'une année sur l'autre en 5 ans, peut-être parce qu'on peut comprendre que ça soit parfois du temps un peu plus long. Et puis aussi, quand il y a des enquêtes, quand il y a des sanctions, que ce soit pas juste un alinéa en bas d'une feuille quelque part, que ça soit affiché, placardé. Je dis pas d'aller contre, encore une fois, la présomption d'innocence, bien sûr. Il y a des façons de faire et donc là, il y a des discussions à avoir, hein. On prétend pas avoir toutes les solutions comme ça. Mais il faut être plus de clarté. Tu parlais tout à l'heure d'image et en fait, l'image, c'est le cœur de ce problème. C'est le cœur de ce problème. Il y a La encore, réputation. il y a la réputation. Et il y a encore quelques années, l'image, c'était vraiment tout caché. Donc il faut tout cacher. Et si on cache tout, on dit que tout va bien. Donc les gens vont venir chez nous et puis super. Maintenant, alors il y en a qui continuent de faire ça. C'est un peu,
ont du mal à comprendre pourquoi. Mais maintenant, quand on voit toutes les études qui sortent, L'Oréal, en France, c'est international. Plus de 80% des femmes, durant leur carrière, c'était pas que le doctorat, l'enquête Ipsos pour L'Oréal, c'était vraiment sur toute la carrière des femmes. Donc 80%, plus de 80% ont vécu du sexisme durant leur carrière scientifique. En fait, on sait que ça existe. Donc il est aberrant de prétendre qu'il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de Il n'y a problème. pas de problème. Moi, quand j'ai commencé mon enquête, Mais même, enfin, c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais même en termes d'image, c'est complètement non, mais bien raté. sûr, quand j'ai commencé mon enquête, D'un point de vue intéressé, hein. on m'a dit, Pas humain, mais vous nuisez à l'image de la recherche. oui. Waouh! Génial. Alors, je pense qu'on m'a pas attendu avant que la recherche, en fait, ait des problèmes. Il y a des personnes super, encore une fois, je pense on en parle et voilà, hein. Mais on va arrêter de dire qu'on nuit à l'image de la recherche quand on parle de ces problèmes-là. En fait, l'image de la recherche, elle est déjà vraiment, vraiment mise à mal. On voit des personnes qui veulent plus postuler. On voit des personnes il y a une baisse du nombre de doctorants en première année, par Même exemple, là, des dans le inscriptions. chat, hein, des gens qui disaient Oui. hésiter, hein. Mais en fait, c'est normal Et- d'hésiter parce que la recherche, ça peut être formidable, ça peut être extraordinaire d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue humaniste. C'est normal de vouloir faire de la recherche. Moi, je pense que c'est un des plus beaux métiers, vraiment. Mais il faut arrêter de nier les dérives et les abus qu'il y a dans la recherche. Et c'est déjà en acceptant le fait qu'il y a des abus et on va prendre le problème à bras-le-corps qu'on va empêcher cette hémorragie, quoi. C'est une hémorragie de talent, de cerveau, mais c'est une hémorragie de bien-être, de santé de certaines personnes qui finissent sur les rotules. Et en plus, on leur donne même pas la possibilité d'avoir de la reconnaissance en disant bah non, en fait, c'est un cas particulier, et puis quelque part, c'est juste que vous n'aviez pas les épaules pour ça. Ce qui a Donc, changé aussi, c'est quand même que là, avec MeToo, Mm. MeToo, c'est quoi? C'est un mouvement militant avant tout. Et ce qui s'est passé, c'est que là, on est dans une nouvelle militance aussi, avec un autre état d'esprit par rapport à ces questions-là, une sensibilité qui est très forte, quoi. Donc, tout à l'heure, tu citais le Clash. Le Clash, par exemple, c'est un réseau. Donc, Clash, c'est CLASH. Vous trouvez Mm. ça sur Internet facilement. Bah, c'est un réseau d'alerte. Donc, c'est des gens qui s'organisent aussi pour faire remonter des cas. Ok. Et il y a aussi des alternatives, hein. On a parlé de cette lettre. Il y a une organisation aussi qui se fait par le bas et Ouais. qui essaye Sur aussi les réseaux. de réguler aussi les choses, de faire remonter des cas. ouais, tu as Et des blacklists. Bon, c'est ouais. aussi Mm. comme ça qu'on fait bouger les choses. La solidarité. Bien sûr, les enquêtes de journalistes ou d'autres permettent aussi de mettre l'accent sur des cas qui semblent les plus frappants. Et c'est vrai qu'on parlait de l'enquête L'Oréal, elle est internationale. C'est pas qu'en France. Dans d'autres pays, il y a exactement les mêmes problèmes avec des particularités, mais tout de même une forme de protection finalement aussi du milieu, d'éviter de faire des vagues. Tout ça, ça fait partie aussi de tous les milieux qui sont un peu fermés, où il y a une très forte compétitivité, où il y a un enjeu très important aussi pour obtenir des financements. La recherche, c'est que ça aujourd'hui. On en parle beaucoup, hein, des difficultés de la recherche. Donc tout ça, c'est des enjeux, la notoriété des labos, tout ça, ça pèse énormément et ça pèse sur sur les voix discordantes. Ça pèse énormément, je pense, aussi aujourd'hui sur la prise de parole. Et d'ailleurs, les doctorants et doctorantes qui ne sont pas financés ne sont ni protégés par le Code du travail, ni protégés par, c'est le droit enfin, par la fonction publique, quoi, Ouais, il y a une sorte de no le man's Code land. de la fonction publique. Alors, en disant En qu'ils gros, vont tu es un avoir... étudiant. Ouais, voilà, ils vont avoir la protection d'un étudiant, d'un usager, vont être considérés Mm. comme des usagers de l'université. C'est ça. Si jamais ils ont un contrat pour donner des cours, là, on peut espérer avoir une petite Oui. protection, quelque chose. Mais en fait, les vacations, il existe plein de contrats qui ne permettent même pas de cotiser, par exemple, pour la retraite. Donc, bon, en cette période où déjà on va devoir bosser jusqu'à 64 ans, en fait, les personnes, elles ont 32 ans, 30 ans, 32, et elles n'ont toujours pas commencé officiellement à travailler, alors Mm. que bien sûr, hein, ça fait déjà 10 ans qu'elles travaillent, Mm. mais elles n'ont pas officiellement commencé à travailler, elles n'ont pas cotisé. Donc, ce sont des personnes qui, peut-être qu'elles auront le droit, à partir de 64 ans, de partir à la retraite, mais dans les faits, niveau cotisation, on sera loin, 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 loin du compte. Donc, faut pas s'étonner en fait qu'il y ait des personnes qui veuillent partir ensuite quand on les traite comme ça. Et c'est aussi pour ça, c'est important aussi d'en parler, pas juste pour dire, pour râler, etc., et dire ah, tout va mal. Non, il faut en parler parce qu'on se dit, il y a des gens qui peuvent changer ça.
c'est aussi, c'est de la politique, hein, c'est des lois, ça peut changer par les lois et il faut aussi maintenir cette pression-là pour que, des ministres, des députés, voilà, décident de changer les choses. Et il y a des dispositifs qu'il faut connaître aussi, Oui. et qu'il faut faire connaître. Dis-nous. Bah, par exemple, on parle de Il y a gens des qui sont, syndicats, en pardon. contrat. Des syndicats, non, enfin, pas vraiment, je Je crois me pas. je m'étais Bah, posé la question cet ouais, après-midi, la question du après, syndicat, elle est intéressante. Il y a pas je pense pas qu'il y ait de représentation, en tout cas qui ouais, de personnes qui d'organisations qui prennent, la parole là-dessus. Mais Tu as enfin, des il y a syndicats les dans la syndic recherche. dans la recherche, il y a des syndicats, mais qui je Ils suis sont pas pas sûr qu'ils se spécifiques. voilà, et je suis pas Ouais, ils sûr sont qu'ils pas se positionnent spécifiques du trop là-dessus. doctorat. Je voulais juste faire une petite oui, parenthèse, c'est sur la ce qui protection existe. fonctionnelle, Mmh. pour certains, quand on est confronté, à ce type de situation, là je parle des cas les plus graves, de harcèlement et cetera, il y a une possibilité aussi de bénéficier de la protection fonctionnelle. Donc, c'est assez rare, quand même, D'accord. dans ce Ouais, genre de mais quand tu es situation, mais titulaire. quand on est titulaire et Ouais, uniquement quand on est titulaire. Voilà. Donc là encore, dans le bas du spectre, les jeunes, ouais, c'est plus compliqué ouais. et là, il y a pas de protection. Il existe quoi d'autre comme ressources qu'on pourrait partager aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent? Des associations peut-être? Il y a des associations locales un peu partout, le Clash, donc vraiment Le clash. c'est pour les situations à connotation sexiste et sexuelle, harcèlement sexuel et cetera. Ils vont faire de l'accompagnement. D'ailleurs, je viens de voir, juste tout à l'heure, ils avaient été accusés de diffamation et en fait ça a sauté. L'accusation a sauté donc c'est bon. Donc ils font un gros boulot. Mmh. Ils sont internationaux, il me semble, hein. Il y a la Confédération des jeunes chercheurs, par exemple, il y a ensuite des assos, je pense que la FAGE commence à se mettre aussi, c'était vraiment Ouais, plutôt licence master pendant très, très longtemps et là, elle commence à s'intéresser un petit peu au monde du doctorat qui reste un monde assez différent. On n'est pas purement sur des étudiants, donc il faut aussi connaître le monde du travail. Je pense que la médecine du travail est majeure, est très, très importante. mmh. Alors et tout le monde ne le sait pas en fait quand vous êtes en doctorat, dans la recherche. Il y a, Il y a une la médecine du médecine. travail et c'est pas la médecine des étudiants, c'est quelque chose de différent, hein. Ce sont des personnes qui peuvent être des personnes ressources, qui sont soumises au secret professionnel et avec qui vous pouvez parler, et donc ça aide beaucoup. Ensuite, il peut y avoir des référents, Normalement, désormais, il doit y avoir des référents justement, oui, en tout cas dans le secteur public. dès lors. D'accord. Il est censé avoir des référents. Moi, ce que j'entends, c'est que les référents sont pas toujours, soit dispo, soit c'est des gens qui sont pas là, à plein temps. Enfin, c'est un peu va ça D'accord. varie vraiment d'une Ouais, situation à l'autre. Mais normalement, le gouvernement, l'exécutif avait promis qu'il y aurait des référents justement signalement dans ce domaine, précisément de la recherche. d'accord. En fait, on s'en remet beaucoup à la bienveillance de personnes. C'est pas vraiment bien chapeauté. Il faut un peu avoir la chance de tomber sur la bonne personne et c'est ça qui est Sur dommage. la personne qui va C'est écouter, ça. qui va faire Faut pas que remonter, ça soit une question de chance, en fait. Il faudrait que ça soit quelque chose où on ait la confiance et d'ailleurs, j'ai vu passer, il y avait l'observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles en enseignement, supérieur, qui a fait encore une fois une enquête et qui a montré qu'il y avait une vraie perte de confiance, des étudiants, surtout des étudiants. Je pense qu'ils incluent le doctorat dedans, je n'étais pas sûre, dans l'institution, comment ces personnes peuvent les aider. Et on voit que si les personnes qui ont été victimes de sexisme, violences sexuelles, etc., mmh. euh, parmi ces personnes-là, peu se sont rapprochés finalement des institutions, soit parce qu'elles ne sont pas au courant, bon, dans ce cas, il faut continuer la com, mais Mmh. soit aussi parce que même si elles sont au courant, elles n'ont pas confiance. Quand on se retrouve à devoir continuer de faire face à son agresseur parce qu'en fait, finalement, on ne le bouge pas de place, tout simplement, on a un problème. Quand on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas formées pour nous écouter, on a un problème. Donc, encore une fois, on en revient sur à la formation, des financements, et puis une réelle volonté d'agir et pas juste faire des belles annonces, quoi. Pas juste pour l'image. Stéphane, est-ce que tu vas continuer, toi, à suivre, ce sujet-là, à enquêter, là-dessus, pour France Info? Ouais, on va continuer. Je pense qu'on va continuer, sous l'aspect, pénal parce que, qu'on le veuille ou non, les plaintes, quand elles sont vraiment, sérieuses quoi et qu'elles donnent lieu à des enquêtes, c'est la meilleure façon de faire avancer les choses parce que ça fait bouger effectivement les institutions, quoi. Il y a pas de doute. Une condamnation, ça parle et
Et souvent, ce dont on parlait tout à l'heure, ça entraîne aussi un peu plus les enquêtes administratives. Je pense que les enquêtes internes, De elles vont être... relais dans les Et médias, ben ouais. voilà, il faut que ce soit très important. Donc, ouais, France Info va continuer de s'intéresser à ça parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Oui. Mais merci à vous. Merci. Merci, Fortunouki, super stream au passage. Merci aux intervenants et au chat, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Adèle Combe, je rappelle, docteur en neurobiologie et autrice de Comment l'université broie les jeunes chercheurs aux éditions Autrement. Et Stéphane Père, journaliste à France Info. On vous envoie dans le chat tous les liens qui mènent vers à la fois l'enquête d'Adèle, l'enquête de Stéphane, le lien vers l'étude de la Fondation L'Oréal, la lettre dont on a parlé qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. On vous transmet tout ça, le chat, si jamais vous voulez approfondir le sujet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça vous a plu, Twitch, Adèle? Moi? Oui, Ouais, Stéphane, il connaît, carrément. ça y est. Et Il écoute, commence tu à sais être quoi, tu sais habitué. quoi, non, c'était la première fois. C'est la première fois que je suis sur Twitch et ben honnêtement, voilà. on est bien dans ton salon. Merci à vous en tout cas. Je rappelle que l'émission est disponible en replay vidéo sur la chaîne Twitch de France Info, mais aussi sur la chaîne YouTube de France Info et en podcast audio pour les personnes qui préfèrent nous écouter sur toutes les applications de podcast. On se retrouve donc demain pour parler de l'avenir de la NUPES. Et ne bougez pas, je lance la boucle de fin et je vous fais un petit raid. Je vous envoie vers Jean Massier pour suivre bien, l'allocution d'Emmanuel Macron avec Jean. Ça peut être sympa, voilà. Bonne soirée, merci à vous. Salut. Salut.